Et voilà, on a une dernière personne qui nous a rejoint. Vous êtes une douzaine. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je l'ai indiqué au préalable, on va commencer. Alors, je vous invite à couper votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, puisque le webinaire va être enregistré. Et donc, on va démarrer ce webinaire. Alors, le déroulé, finalement, je vous l'ai déjà introduit. Là, vous l'avez un petit peu plus dans les grandes lignes. On va démarrer par un petit tour de table très rapide, de manière à savoir qui est autour de la table ce matin. J'introduirai ensuite le concept de l'EFC dans les grandes lignes. Voilà, il y aura le temps d'échange autour du témoignage de Jean-François. Et enfin, vos questions, les réponses de Jean-François. Et donc, on devrait s'arrêter à 10 heures normalement. Alors, je vous propose de démarrer par un petit tour de table sous forme d'icebreaker très rapide. Je vais donner la parole aux uns et aux autres au fur et à mesure. Donc, simplement, je vous demanderai de vous présenter, votre prénom, votre nom, à quelle organisation vous appartenez et quel est votre dernier geste éco-citoyen. Et on finira par se présenter, Jean-François et moi, avant qu'on passe à la présentation du référentiel de l'EFC. Alors, je vais donner la parole à Jean-Michel. Je vais prendre les noms au fur et à mesure tels qu'ils apparaissent dans ma liste sur Teams. Et donc, voilà, chacun à votre tour, je vous propose de vous présenter. Donc, Jean-Michel, c'est à vous. Bien, bonjour, Jean-Michel Chauvin. Moi, je travaille à la Chambre de commerce de Bourgogne-Franche-Comté sur le site de Besançon. Sur les questions européennes, mais je m'intéresse aussi à tout ce qui est soutenabilité, développement durable, etc., puisque ça fait partie maintenant des missions que nous assigne l'Union européenne. Donc, je me suis intéressé depuis longtemps maintenant, enfin depuis le Covid en tout cas, à toutes ces problématiques de reconversion de l'économie et de transformation profonde des entreprises. Et voilà, on est toujours à la recherche de témoignages inspirants dont on pourrait faire bénéficier les autres entreprises par la suite dans nos régions respectives. Voilà, donc moi je fais tout ce que je peux, je fais partie des shifters pour ceux qui connaissent donc ce mouvement et donc voilà, j'ai un pied au travail, je fais du jardin, tout ce que je peux pour limiter mon empreinte. Très bien, merci Jean-Michel. On va passer à Delphine Kopman. Bonjour à tous. Donc Delphine Kopman, je fais partie donc de la CCI Hauts-de-France et je m'occupe de tout ce qui est le financement, donc au niveau du service REF3 financement. Donc concrètement, ça va être la recherche de financement alors avec la région Hauts-de-France concernant donc les investissements liés directement à la transition énergétique, écologique et économique des entreprises de notre territoire. Et donc, concernant le webinaire, c'est vraiment pour un intérêt de voir quelle est la promotion et comment est faite la promotion de l'EFC dans d'autres régions, tout simplement. Donc, par curiosité, par intérêt, je me dis qu'on a toujours, on est beaucoup plus pertinent quand on sait ce qui se passe dans d'autres régions avec d'autres initiatives pour nos entreprises. Très bien, merci beaucoup Delphine. Je donne la parole à Florine. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je suis désolée pour les conditions, je suis en train de rouler. Alors, je me présente, je suis sur la région strasbourgeoise et je fais de l'accompagnement en éco-conception et économie circulaire, achat durable. Voilà, mon dernier geste éco-citoyen, en fait, c'est me mettre tous les jours une alarme pour me désabonner de 5 emails, voilà, pour la sobriété numérique. Eh bien, merci. On va passer à Jean-François sera à la fin, pardon, parce que c'est sur ma liste maintenant. On va passer à Mathieu de la CCRM, je crois. Oui, bonjour à tous. Donc Mathieu Comard, moi je suis référent mobilité au sein de la communauté de communes Rive de Moselle qui se situe entre Metz et Thionville en Lorraine. Et mon petit geste éco-citoyen, c'est lorsqu'il faut aller en réunion ou signer des parapheurs au siège, parce qu'on a nos locaux qui sont légèrement décentralisés, j'essaye de le faire à pied et de ne pas utiliser ma voiture. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Mylène?
Oui, bonjour à tous. Mylène Thiel, donc je suis directrice d'un campus. Donc je travaille avec des étudiants sur l'école EFAP, les métiers de la communication, et Brassard, les métiers de la création, à Strasbourg. Et le dernier geste éco-citoyen, c'est d'avoir fait appel à Green Phoenix et mis en place une poubelle de collecte des biodéchets sur le campus. Et donc Green Phoenix, c'est une structure qui vient collecter ces biodéchets à vélo et qui donc les transforme en énergie dans tout un processus d'économie circulaire. Voilà. Et nos étudiants de 5e année ont également travaillé la semaine dernière pour Julien Vidal et les 2030 Glorieuses, pour ceux qui connaissent. Voilà. Merci beaucoup, Mylène. Je donne la parole à Nermine. Samy. Oui, bonjour, je m'appelle Nermine Samy, je suis doctorante en 3e année à l'Université de Nantes. Mon projet de thèse, il porte sur l'économie circulaire, donc j'étais intéressée par le webinaire et normalement par toutes les conférences, pareil, qui font partie de soit l'EFC, soit l'économie circulaire, soit le développement durable et toutes les notions qui font lien avec tout ça. Donc voilà, merci. Merci Nermine. Nicolas? Bonjour à tous, donc Nicolas Frango, moi je travaille au CIRID, donc au Centre de ressources et d'innovation sur le développement durable à Saint-Étienne, où je travaille sur l'EFC aussi un peu comme Delphine, mais sur la région Aura. Et mon dernier geste, je dirais que c'est de participer au mouvement de la Big Bank par la NEF, que je vous invite à rejoindre. Du coup, ça permet d'innover, de penser à un système de financement nouveau pour demain. Merci Nicolas. On va passer à Noélia. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Noélia Marin. Je suis la fondatrice des crèches Week-end et Kids. Donc, ce sont des micro-crèches qui sont ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le but étant de répondre aux besoins des parents qui travaillent en horaire atypique, les nuits, les week-ends, etc., et qui n'ont pas de mode de garde. Voilà, donc en fait, ouais, moi, je suis intéressée un petit peu par découvrir l'économie de la fonctionnalité. Et puis, en fait, le dernier geste éco-citoyen, je dirais que comme je n'habite pas sur Strasbourg, c'est d'avoir pris un abonnement pour le train pour pouvoir venir au travail en train et du coup limiter l'utilisation de mon véhicule. Voilà. Merci beaucoup Séverine. Il y a encore 2 personnes. Stéphane Klein. Bonjour tout le monde, donc Stéphane Klein, donc Alsastec. Alors mon dernier geste éco-citoyen, c'est une bonne question. Moi je suis quelqu'un de très frileux. Donc là, juste en participant au webinaire, là, je me suis mis un énorme plaid sur moi et j'ai pas mis le radiateur, pas trop allumé le radiateur. Voilà. C'est modeste, mais voilà. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Merci beaucoup Stéphane. Et un deuxième Stéphane Stoeffler. Oui, bonjour. Donc Stéphane Stoeffler, je suis responsable RSE et communication pour le groupe ACESI. Donc c'est une entreprise de services du numérique en Alsace. En geste éco-citoyen, si je devais parler du groupe, ce serait qu'on va lancer la semaine prochaine le Digital Cleanup Day, justement pour un petit peu de sobriété numérique. On fait du numérique, mais des fois, on ne sait pas forcément bien l'utiliser. Donc, on va faire une sensibilisation en interne la semaine prochaine. Voilà. Très bien, merci à tous. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, mis à part Jean-François et moi? Moi, Séverine. Ah oui, vous étiez 2 Séverine, pardon. Merci. Séverine Toulis, j'accompagne des collectifs de travail autour des sujets de transition, à savoir des coopératives, des associations des territoires. Je suis toulousaine et je suis fondatrice et administratrice de Cities Occitanie. Et je suis par ailleurs membre de Terre EFC Occitanie. Donc, c'est 2 problématiques qui m'intéressent et 2 expériences qui m'intéressent. Mon dernier geste éco-citoyen, j'ai pris la parole devant des agriculteurs récemment pour présenter des outils autour des sujets de transition agricole. Voilà, c'était à titre personnel. Merci. Ok, merci beaucoup Séverine. Alors, comme vous l'avez compris, vos intervenants aujourd'hui seront Jean-François et moi-même. J'invite à Jean-François à se prêter au même exercice avant que je reprenne la parole pour vous présenter dans les grandes lignes les concepts de l'EFC. Merci Delphine. Donc Jean-François Biroda, moi je suis directeur de Cities pour le Grand Est, donc de la coopérative. On parlera tout à l'heure de la coopérative Cities qui
qui gère le service d'autopartage dans la région Grand Est. Vous m'entendiez pas du tout, là, c'est ça? Ou Si, ça venait juste de Si, c'est couper bon. une Ça venait microseconde. juste de couper. Voilà. Ok, une microseconde. Je ne sais pas ce qui a coupé. Il y a un truc qui désactive mon micro tout seul, ça va être pas pratique pour après. Et donc, voilà, moi, je suis intéressé à l'EFC il y a quelques années. Je vous en parlerai, notamment je suis formé auprès du centre des jeunes dirigeants sur lequel avec qui j'ai pu me former à l'EFC. Puis mon dernier geste éco-citoyen, on va dire, on va sortir de la question de la mobilité et c'est sur de l'alimentaire. J'ai découvert une petite boîte qui s'est montée là sur la région de Strasbourg et qui propose de livrer des produits en vrac au boulot. Alors, ça s'appelle Vrac au taf. Et un petit coup de pub pour Olivier qui gère ce projet-là. Et en fait, vous commandez en ligne, il peut être livré à la maison à vélo ou en cities, du coup de produits vrac qui sont dans des emballages consignés. Donc c'est vraiment du coup du zéro déchet, assez pratique et assez pas cher par les temps qui courent. On allie le site éco-citoyen et puis la petite mesure économique. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Je vais me prêter également à l'exercice, mais je vois que Cécile Herman vient de nous rejoindre, donc je vais lui donner la parole avant de terminer le tour de table. Donc Cécile, comme pour les autres participants, on fait un petit tour de table. L'idée, c'est de se présenter en quelques secondes et de nous indiquer, bon, tu es un peu prise de court là, quel est ton dernier geste éco-citoyen? Ok, bonjour à tous. Du coup, effectivement, désolée pour le retard. Alors, Cécile Herman, je travaille au sein de France Active Alsace et je suis responsable du projet aux côtés. Du coup, mon dernier geste éco-citoyen, je pense on parlait de vrac, mais je pense effectivement à mes courses que je fais voilà, tout le temps. Enfin, j'évite vraiment les supermarchés, donc ça sera plutôt des courses au marché, marché boulevard de la Marne, que je conseille, qui est vraiment top pour les Strasbourgeois. Et puis effectivement, j'essaye au maximum d'acheter aussi en vrac. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Et donc, à mon tour, donc moi, je suis Delphine Caballon, je suis l'animatrice du club EFC Grand Est. Je suis en poste chez Initiative Durable depuis bientôt 2 ans. Et mon dernier geste éco-citoyen, c'est de prendre rendez-vous avec l'Agence du climat, donc dans quelques semaines, de manière à faire un point sur mes mobilités et peut-être changer de voiture d'ici l'année prochaine. Voilà, donc il est 9h15, on va avancer dans le déroulé. Peut-être juste en introduction, avant de vous présenter les concepts de l'EFC, vous indiquer quelle est l'action du club et sa mission en quelques mots. Le club EFC a été créé il y a maintenant 4 ans au sein d'Initiative Durable. Initiative Durable, c'est une structure associative qui, elle, existe depuis maintenant 20 ans, qui est basée à Schiltigheim, à côté de Strasbourg, et qui fait la promotion de l'économie responsable, qui porte fortement le sujet de la RSE également. On est aujourd'hui 18 collaborateurs et donc le pôle métier de l'EFC a été créé il y a maintenant 4 ans. D'abord au travers d'une formation qu'on appelle le parcours d'acculturation à l'EFC, dans le cadre duquel on essaye actuellement de monter une 5e promotion, mais je vous en dirai plus en fin du webinaire. Et le club, en fait, est aujourd'hui soutenu par la région, par l'ADEME, la DREAL, la CCI ainsi que l'Eurométropole de Strasbourg. Il compte 12 adhérents cette année, dont Jean-François en tant que représentant de Cities. Et notre objectif, c'est de sensibiliser un maximum d'organisations et d'entreprises sur le territoire de la grande région, voilà, de manière à faire connaître davantage l'EFC en tant que bonne pratique dans le cadre de l'économie circulaire. Et dans ce cadre, au-delà de cette mission de promotion de l'EFC, il y a également l'animation du club pour les dirigeants, de manière à les réunir entre eux autour de différents sujets sous le prisme de l'EFC. Et il y a également un volet d'accompagnement individuel qui est proposé à l'ensemble des membres de manière à être soutenus dans leur trajectoire EFC. Donc ça, c'était pour le club. Donc pourquoi l'EFC? Je vais vous donner en fait quelques éléments de contexte préalable avant qu'on aille sur le retour d'expérience de Jean-François. Sur le schéma de gauche, vous avez un petit schéma qui va représenter les 3 piliers du développement durable. L'EFC, c'est une des réponses au pilier économie du développement durable. L'idée qui se cache derrière ce pilier, c'est de développer des impacts positifs
de contribuer aux ODD, donc les objectifs du développement durable. Et on va aborder ces piliers en venant nourrir le pilier économie. Donc, dans le pilier économie, il y a l'UFC. Il faut voir l'UFC comme une réponse parmi d'autres au niveau de l'économie circulaire, qui va donc être sur le schéma de droite. C'est un schéma qui va représenter, lui, les 7 piliers de l'économie circulaire, dans lequel vous allez retrouver l'UFC en vert. Qu'est-ce qui va dire ce schéma? Eh bien, en fait, le modèle économique linéaire actuel, qui consiste à extraire, produire, consommer, jeter, montre aujourd'hui des limites. Et l'économie circulaire va proposer un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, que ce soit des biens ou des services, va viser à augmenter leur efficacité en termes d'utilisation de ressources et de diminuer l'impact sur l'environnement tout en préservant le bien-être des individus. Ça, c'est pour les objectifs du développement durable que j'ai également cités, qui sont au nombre de 17, qui ont été fixés par les Nations Unies. Et l'EFC va venir nourrir plus spécifiquement les piliers 8 et 12 sur le travail décent, la croissance économique, ainsi que la consommation et la production responsable. Donc ça, c'était quelques éléments de contexte préalable. Alors, pourquoi est-ce qu'on va engager une réflexion EFC ? L'EFC, c'est quoi finalement? Alors, l'EFC, il faut le voir comme une approche, un référentiel, une boîte à outils. C'est souvent de cette manière-là que je vais le présenter. Il va notamment l'EFC va se baser tout d'abord sur la volonté d'un dirigeant à penser différemment son modèle économique de manière à être davantage en phase avec les enjeux de transition écologique et être davantage en phase avec des enjeux de transition sociale, à être plus respectueux des êtres humains, des collaborateurs dans son organisation. Alors, pourquoi est-ce qu'on décide de changer son modèle économique? Pourquoi, très souvent, on n'a plus envie de faire comme avant? Eh bien, les dirigeants qui ont suivi un parcours de formation à l'EFC ou qui sont aujourd'hui engagés dans le club, ils pointent tous des limites, voilà, certaines impasses ou encore des difficultés qui sont souvent posées par le contexte et leur modèle économique actuel. Alors, quand on parle de modèle économique actuel, voilà, le système de production industrielle, comment est-ce qu'on pourrait le décrire? Eh bien, c'est un système qui va souvent reposer sur l'accumulation de ressources et sur une forte concurrence, une compétition entre acteurs. Il n'est pas pérenne, pas dans le contexte actuel. Pourquoi? Parce qu'on a une standardisation des offres, de gains de productivité via des logiques de production, de volume, des économies d'échelle, voilà, spécialisation des tâches, toujours une recherche plus forte de rentabilité, etc. C'est un modèle qui ne fait plus forcément sens. Même si depuis les années 80, il y a des dynamiques de production qui sont fortement dominées par la concurrence. Voilà, l'idée finalement, quand on s'engage dans un parcours EFC, ça va souvent se traduire par une volonté de faire autrement. Alors, changer son modèle économique avec une approche EFC, ça peut permettre de rendre son modèle économique plus vertueux. Donc, en conséquence, l'EFC, ça va être un modèle économique alternatif à part entière, donc cette fameuse boîte à outils. Et on va essayer de faire reposer les différents changements à opérer dans l'entreprise au travers de davantage de coopération entre les différentes parties prenantes, donc les acteurs publics, les acteurs privés, associatifs, citoyens, le territoire, etc., mais également à différentes échelles, sectorielles, territoriales, etc. On va parler tout à l'heure de cities, bien sûr, donc de la mobilité. Eh bien, par exemple, la mobilité durable, elle peut constituer une alternative crédible à la voiture individuelle et elle doit se décliner à la fois à l'échelle de la vie quotidienne, donc son quartier, par exemple, à l'échelle d'un bassin de vie, le trajet domicile-travail, par exemple, et enfin à l'échelle nationale ou régionale. Alors ça, c'est un petit peu pour les éléments de contexte de pourquoi l'EFC, pourquoi s'engager finalement vers une évolution de son modèle économique. Lorsqu'on va engager un travail d'accompagnement du chef d'entreprise vers l'EFC, il y a différents concepts qui vont lui être insufflés, voilà, pour le faire changer de paradigme. Le premier d'entre eux, ça va être d'approcher son modèle économique au travers de différents registres. Donc, les 6 registres du modèle économique. Alors, ils sont au nombre de 6 dans le cadre du référentiel de l'EFC. Et ces différents registres, tels que vous pouvez les voir à l'écran dans le petit schéma, ils vont notamment permettre de repérer les écarts entre la valeur formelle, donc ce que vous inscrivez sur votre devis, votre facture, sur votre plaquette de communication, et ce qui se passe dans le réel dans votre entreprise. Donc, ce sont des termes, je pense, que vous connaissez pour la plupart, mais on va tous les balayer et établir une première forme de diagnostic avec eux
en EFC. Donc, d'abord autour de la proposition de valeur, bien entendu, puisqu'elle va correspondre à votre offre de biens et de services. Elle va répondre à une demande, à des attentes du client, mais également de bénéficiaires, de différents usagers. On va s'intéresser également aux modes de mobilisation et de développement des ressources. Ce sont les moyens matériels et immatériels qui vont permettre de révéler le potentiel de développement, notamment des ressources immatérielles, et ça, j'y reviendrai. Votre organisation en termes de production, donc les modalités internes et externes. La façon dont vous contractualisez avec vos clients, donc c'est le modèle d'affaires, ça va vous conduire à la constitution de votre revenu et à structurer vos dépenses, le mode de répartition et d'accumulation de la valeur, et enfin le mode de gouvernance, comment est-ce que vous prenez vos décisions. Donc c'est intéressant de pouvoir approcher le modèle économique d'une entreprise au travers de ces différentes rubriques, parce que finalement ce sont ces 6 registres qui vont donner sa singularité à l'entreprise et à partir desquels on va pouvoir identifier des limites et dégager des premières opportunités. Donc ça, c'est une première chose. Un deuxième concept important dans la fameuse boîte à outils de l'EFC, je vois juste qu'une personne arrive, donc je la laisse rentrer, ça va être le concept des externalités et des effets utiles. Alors, c'est quoi un effet utile? Je vais vous donner un exemple, ce sera peut-être plus simple. C'est juste une personne rentrée, Stéphane Marthe. Alors, par exemple, vous prenez un exemple très simple, celui d'un maraîcher qui va proposer une production de fruits et de légumes. Il peut, en parallèle de cette activité principale, proposer des conseils pour une alimentation plus saine et plus équilibrée, qui va avoir pour effet utile d'influer sur la santé, sur le bien-être et créer du lien social potentiellement entre les habitants du territoire dans le cadre de formations, de cours de cuisine, par exemple. Eh bien, pour désigner la valeur qui va être créée en plus de l'activité principale de ce maraîcher, on va parler en EFC d'effets utiles et on va chercher à les pointer, à les identifier de manière à capitaliser sur eux et à venir renforcer la proposition de valeur de l'entreprise. Un autre exemple, pour illustrer ce qu'on met derrière les effets utiles, ça pourrait être celui d'une femme de ménage qui va générer des effets utiles lorsqu'elle va venir travailler chez des particuliers, par exemple, puisqu'ils vont gagner en qualité de vie, en confort de vie, mais également en tranquillité d'esprit, en sérénité. Ils vont gagner du temps également. Donc, en EFC, on va toujours chercher à repérer tous ces effets utiles, ceux qui sont produits par l'entreprise. Parfois, ils sont cachés et ils méritent d'être valorisés pour pouvoir réintégrer finalement dans la stratégie d'entreprise. Autre concept sur cette slide, c'est celui des externalités. Les externalités, ce sont tout simplement les impacts positifs, mais aussi négatifs, intentionnels ou non intentionnels qui sont générés par une entreprise. De la même manière que les effets utiles, on va chercher à les repérer en EFC. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de corriger nos effets négatifs, que ce soit sur notre modèle économique, sur le territoire, auprès de tiers, et également capitaliser sur les effets positifs. Et ce qui est intéressant, c'est de pointer ceux qui sont intentionnels, mais ceux également qui sont indirects ou non intentionnels, de manière à avoir un scope vraiment très large de tout l'impact qui est généré par l'activité économique d'une entreprise. Donc ça, c'est un deuxième pilier important à prendre en compte lorsqu'on démarre une trajectoire EFC. Et dernier pilier, avant qu'on passe au retour d'expérience de Jean-François, va être celui des ressources immatérielles. On en parle beaucoup en EFC, on ne sait pas toujours très bien ce qu'on va mettre derrière. Pourtant, c'est un enjeu clé. Et ce que vous voyez au niveau du schéma sur la droite, c'est celui de l'effet ciseau. Pourquoi? Parce que dans la définition de l'EFC, alors c'est important de savoir qu'on va toujours rechercher le passage d'une transaction liée à un bien ou un service à une contractualisation qui va porter souvent sur une performance d'usage du bien avec ses effets utiles. Et lorsqu'on augmente finalement la valeur servicielle de son modèle économique, on augmente aussi sa performance d'usage. Donc, le schéma, il va symboliser le fait qu'on va essayer d'utiliser moins de ressources matérielles pour atteindre un nouveau résultat. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Et pour arriver à ce résultat, on va s'appuyer et valoriser ce qu'on va appeler les ressources immatérielles. En EFC, elles sont au nombre de 4. Ce sont les 4 pavés que vous voyez en rouge.
Ce sont des ressources qui sont intangibles, hein, mais l'idée, en fait, c'est de porter davantage d'attention à celles-ci, donc la santé de nos collaborateurs, les compétences, qu'ils ont, comment est-ce qu'on peut également les développer, les liens de confiance qu'on a en interne, en externe avec ces parties prenantes. Est-ce qu'on est pertinent dans ce qu'on fait, et cetera, et cetera. Et comme les registres du modèle économique qu'on a vu tout à l'heure, ces différentes ressources immatérielles vont également former la singularité de l'entreprise. On peut difficilement les mesurer, mais on peut être attentif aux signaux faibles qu'elles génèrent et donc on va essayer de les développer et de capitaliser là-dessus pour proposer un service encore plus pertinent. Donc voilà pour les concepts de l'EFC dans les très grandes lignes. Et je vais donner maintenant la parole à Jean-François qui va, au travers de la présentation de Cities et sa trajectoire EFC également, revenir sur certains de ces concepts. Et donc, je vais donner, voilà, Jean-François, je t'invite à nous présenter dans un premier temps l'action, l'activité de Cities et puis on décortiquera au fur et à mesure cette activité au travers, du prisme de l'EFC. Et si vous avez des questions, je vous invite à les taper dans le chat et en fait, j'animerai une session de temps d'échange vers la fin de la séquence. Merci beaucoup Delphine. Alors effectivement, je vais commencer par vous présenter Cities. Alors certains d'entre vous connaissent certainement Cities. En plus, on a la chance d'avoir parmi nous une administratrice d'une autre coopérative Cities en France, donc je vais parler sous son contrôle. Donc Cities, qu'est-ce que c'est? C'est dans notre jargon, c'est de l'autopartage. Donc l'autopartage, c'est le cousin du covoiturage. On peut être seul dans une voiture Cities. En fait, on partage pas un véhicule à un instant T, mais on va partager une flotte de véhicules qui va être utilisée par des utilisateurs successifs. En fait, l'idée de base, hein, le concept d'autopartage, il est né d'un constat très pragmatique, c'est que une voiture, c'est 96, 97, voire plus % du temps immobile, garé sur une place de parking qui prend la place et un véhicule qui coûte cher économiquement et qui coûte cher en matières premières et en énergie pour être produit et qui finalement n'est pas utilisé beaucoup, quoi. Et quand on a la chance d'habiter pas très loin de son lieu de travail ou d'avoir le micro qui se déconnecte tout seul, là, ça va être pénible. Quand on a la chance d'avoir des alternatives qui permettent de pas utiliser sa voiture perso pour aller bosser, finalement, la voiture, on n'a pas besoin tant que ça. Et donc, voilà, de manière très, très pragmatique, à un moment, est-ce que c'est pas plus intéressant de partager un parc de véhicules plutôt que d'en avoir chacun un? Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de remplacer la voiture des particuliers, des professionnels, à travers la mise à disposition d'un parc de véhicules qui doit être aussi performant que la voiture perso, finalement. Donc, pour ça, il faut qu'on soit accessible H24, il faut qu'on soit aussi performant pour des trajets très courts, d'1 heure, voire moins, mais qu'on puisse aussi permettre aux gens de partir en vacances. La voiture reste aussi un objet de mobilité pour les congés. On va permettre à un professionnel de partir sur la route pendant 2 jours s'il en a besoin. Ce qu'on permet aussi, c'est d'avoir une plus grande gamme de véhicules. Souvent, quand on achète sa propre voiture, on va choisir une taille qui va être finalement la plus grande taille dont j'ai besoin. Je reprends l'exemple d'une famille qui achète une grosse voiture familiale parce que c'est pratique pour mettre des enfants, des bagages, un animal de compagnie à l'intérieur. Et puis finalement, 98% du temps, il y a une personne toute seule qui roule dans une sorte de tank. Donc voilà, nous ce qu'on propose, c'est de dire si vous êtes seul, vous avez une petite voiture citadine. Si vous êtes nombreux, vous pouvez aller jusqu'au minibus en passant par l'utilitaire, le véhicule adapté pour les personnes à mobilité réduite, etc., etc. Et de manière très concrète, le gros de notre service, c'est ce qu'on appelle la boucle. Donc, vous prenez la voiture à un endroit A, et puis vous allez où vous voulez, et vous ramenez la voiture à ce même endroit-là. Ce qui a un avantage énorme, c'est qu'on permet du coup la réservation. Et réserver la voiture, c'est la garantie et la sécurité qui permet aux gens de se passer de voiture. Mais dans le monde hyper connecté qui est le nôtre, on a aussi une demande de faire plus de liberté encore que ce que peut faire la voiture perso, c'est-à-dire du coup le free floating. La voiture, elle est laissée n'importe où dans une zone et puis elle est géolocalisée, puis vous pouvez la récupérer à la dernière minute, vous pouvez faire un trajet en aller simple, tout comme vous pouvez revenir au même endroit, mais vous ne pouvez pas réserver du coup parce que vous ne savez pas où sera la voiture à l'avance. Voilà, donc ça, c'est concrètement, c'est notre métier. C'est de faire la location de voitures automatisée, mais avec un objectif in fine qui reste vraiment celui-là. C'est pas de faire de la log de bagnole. Ce qui nous intéresse, c'est d'amener à remplacer la voiture des gens et d'amener via le remplacement
de ne plus être propriétaire de la voiture, ça amène des changements de comportement de mobilité, on va en parler tout à l'heure, et c'est ça vraiment notre cœur de métier, et c'est ça qui nous anime. On peut passer à la suivante. Voilà, donc le City, c'est aussi, on va en parler un petit peu. City, c'est à la fois, moi je dirige la coopérative régionale qui gère le service sur le Grand Est, mais City, c'est aussi un groupement de plusieurs coopératives et opérateurs parapublics qui ont décidé de travailler ensemble, de mutualiser un certain nombre de ressources, de travailler en coopération. Donc le C2EFC, pour nous, c'est vraiment notre quotidien. Donc le réseau City, c'est un réseau national qui, aujourd'hui, c'est à peu près 2000 voitures réparties sur 1000 stations et disponible dans 190 communes et gares en France. Moi, j'ai le plaisir, avec mon équipe, de gérer ce qui se passe sur le Grand Est, donc 350 voitures sur 200 stations et 37 communes. Et puis, vous voyez un peu tout le maillage, sur la carte à gauche, avec un intérêt de dire, si je suis utilisateur Cities en Occitanie, si j'ai besoin de me déplacer pas trop loin à Bordeaux, plutôt que de faire tout le trajet en voiture, je peux prendre le train et avoir une voiture qui m'attend à la gare pour les derniers kilomètres. Si je reprends dans le Grand Est, c'est quelque chose qui est vraiment plébiscité par les pros aussi, hein. Voilà, typiquement, j'habite Strasbourg, j'ai une réunion dans le secteur de Reims, plutôt que de faire 3h30 de route et de me fatiguer au volant, je monte dans un TGV qui est efficace, qui en à peine plus d'une heure, je suis à Champagne-Ardenne TGV, je sors, j'ai une voiture qui m'attend pour les derniers kilomètres et je gagne du CO2, je gagne de l'énergie, je gagne du temps, je gagne du confort et de la performance au travail. Donc c'est vrai que je fais une petite avance par rapport à l'EFC. Plutôt que de vendre du trajet, on vend plutôt du confort, de l'économie de temps, de la sécurité, de la baisse du risque routier pour les entreprises qui utilisent le service, etc. Donc voilà, ils en avaient présent depuis, selon les sources, entre 25 et 20 ans, mais certaines initiatives sont toutes récentes. Nantes, par exemple, Cities Nantes a été lancée il y a 2 ans seulement, et parmi les plus anciens, effectivement, c'était Strasbourg, Grenoble, Lyon et Marseille qui étaient les premières structures qui ont été créées il y a un peu presque 25 ans maintenant. Voilà. Je ne sais plus ce que je dis après, j'ai oublié. Voilà. Donc concrètement, pour que ça fonctionne et que ce projet d'amener une réflexion sur la mobilité, pour que ça fonctionne, il faut de manière très simple être capable d'avoir un parcours utilisateur qui soit performant et simple. Donc aujourd'hui, le fonctionnement, c'est le suivant. Je sélectionne facilement la voiture de mon choix via l'appli mobile, via un système web. Je peux toujours passer par téléphone. On reste attentif à être disponible aussi pour les moins connectés d'entre nous. Et puis, une fois que j'ai réservé le véhicule, j'y accède 24 heures sur 24, soit avec ma carte personnelle, soit avec mon application mobile qui permettent l'un comme l'autre de récupérer, d'ouvrir le véhicule. Je fais l'état des lieux en autonomie, je récupère la clé qui est fixée dans un boîtier sécurisé dans la boîte à gants, et puis c'est parti. Je vais où je veux, je roule, je fais ce que j'ai à faire avec le véhicule, et puis je le ramène à la station de départ, ou alors dans la zone si je suis en free. Ça, c'est notre parcours utilisateur. Et le point essentiel, c'est que notre prix va intégrer l'intégralité du coût des véhicules. Donc, on va facturer en fonction de 2 choses. La durée pendant laquelle on réserve la voiture. Donc là, on commence à partir de 2,50 € par heure de location, plus les kilomètres. Et là, on est à 41 centimes du kilomètre. Avec, je vous passe le détail de la grille tarifaire, mais il y a des dégressifs qui se mettent en place pour être aussi performants si on prend la voiture plus longtemps. Et donc, dans le tarif, on a le véhicule qu'on a réservé pour la durée. On a le carburant, l'électricité, donc l'énergie est intégrée dans le prix. Pourquoi? Parce que si je veux remplacer la voiture des gens et que la personne elle a besoin juste de faire 10 km, je ne vais pas lui demander de passer à une station essence pour aller faire le plein pour 10 km. D'une part, ça fait refaire 10 km pour rechercher de l'essence, et puis d'autre part, c'est difficile de refaire le plein pour moins de 5 litres. Donc on n'y arrive pas. Donc pour ça, il n'y a pas le choix. Faut intégrer l'énergie dans le coût du service. Ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. L'assurance, bien entendu, puis l'assistance, l'entretien, tout est géré
tout est géré par City dans le prix. Un autre élément qui est constitutif un peu de notre métier, de notre façon de travailler, c'est on travaille sur vraiment une gouvernance partagée. Alors en local, en régional, on est majoritairement des SCIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et le principe, c'est de mettre autour de la table plusieurs types de partenaires. Hein. Donc, le cœur du réacteur, c'est les clients, c'est les utilisateurs du service qui sont globalement les plus représentés et les plus représentatifs dans nos conseils d'administration et c'est eux qui détiennent la plus grande part du capital de l'entreprise. On ouvre également aux salariés, on ouvre également aux partenaires publics qui sont des partenaires essentiels parce que quand on développe ce type d'offres dans les territoires, on travaille vraiment main dans la main avec les collectivités. Et puis aussi des partenaires privés qui peuvent être soit des acteurs du monde du développement durable, soit des acteurs de la mobilité, soit des acteurs du stationnement ou autres, et qui ont dont l'avis est aussi important et intéressant dans la gouvernance et dans l'évolution du projet. Donc, on travaille main dans la main localement avec ce type de gouvernance, et à l'échelle nationale, on s'est réunis. Le réseau City, c'est une coopérative aussi de consommation, mais dont les copropriétaires, j'allais dire, sont les membres du réseau, et la dynamique et la stratégie nationale, elle est co-construite avec l'appui des différents représentants des structures régionales. Donc c'est vraiment chez nous une marque de fabrique et une manière de travailler. On n'est pas que un dirigeant omnipotent et omniscient qui décide de tout. On est vraiment dans de la co-construction et de la co-animation constante sur l'ensemble de nos décisions. Et voilà. Et donc, concrètement, vous l'avez compris, nous, notre volonté au quotidien, c'est d'œuvrer pour un monde moins consommateur de ressources et un monde plus équilibré. Et donc, on fait de la RSE presque par défaut. Et alors, j'ai envie de faire un pas de côté et dire finalement, tout ce qu'on fait en RSE, finalement, est-ce que ce serait pas de l'EFC, quoi, finalement? Alors, si on prend un peu les choses différemment, une de nos actions principales qui amène des évolutions, c'est pour moi l'esbrouf extraordinaire du monde automobile, c'est la perception du coût de la voiture. Dans la voiture, en fait, vous avez le véhicule, vous devez financer. Si vous achetez une voiture, vous devez acheter un véhicule, vous devez le financer. Vous avez une perte de valeur, vous sortez de la concession, la voiture a déjà perdu un tiers du prix. Chaque année, elle perd 10 à 15% du prix en complément. Vous devez financer une assurance, vous devez financer des entretiens, vous devez financer du parking. Alors, soit c'est du parking avec, vous devez payer un abonnement ou payer une place à location d'une place, soit vous avez construit votre logement et vous avez réintégré un coût dans votre logement, dans votre foncier pour avoir un espace à peu près 15 mètres carrés, hein, c'est 12-15 mètres carrés, une place de parking. Donc, je vous laisse faire le calcul par rapport au prix du foncier dans la ville où vous habitez. C'est toujours assez intéressant de voir le prix de finalement l'espace qu'on occupe par une voiture. Vous avez des douanes, des douanes, pardon, des péages à payer, vous avez des réparations, et puis le carburant qui finalement, ou l'énergie, qui est ce qui occupe les médias et ce qui occupe l'opinion publique, mais finalement le coût de l'énergie, c'est selon les types de véhicules et selon les périodes, ça va être entre 15 et 30% du coût global du véhicule, mais la majorité des coûts sont des coûts fixes, des coûts masqués. Et alors, j'ai un chiffre là, je suis impatient que l'Automobile Club refasse son analyse, parce que la dernière analyse, elle date de 2019. Donc, vous voyez à quel point les choses ont changé depuis 2019. Mais en 2019, l'Automobile Club disait une voiture standard type Clio 208, ça coûte 6 000 € par an. Ça fait 500 € par mois. Quand on dit que la voiture, c'est le deuxième budget des ménages, c'est pas une vue de l'esprit. Et ce qui est assez fascinant, c'est quand on demande et qu'on fait un peu des enquêtes d'opinion, et une des dernières que j'ai en tête, c'était sur un écoquartier au sud de Strasbourg, où il y avait un gros souci de perception de la place de la voiture. Il y avait des conflits d'usage constants, et il y avait une enquête qui avait été réalisée, et la question qu'on avait demandé aux gens, c'est combien vous coûte votre voiture. La réponse elle est pile poil dans cette fourchette-là. Les gens disaient ça me coûte en moyenne, c'était 170 € par mois.
Or, c'est faux, la voiture coûte beaucoup plus cher. Alors certes, si on achète une voiture d'occasion, il y a certains postes qui diminuent et on va être plutôt autour de 300, 340, 350 euros par mois. Mais néanmoins, ça reste un budget conséquent et étant donné que tous ces postes sont masqués et ne sont pas payés à chaque fois qu'on roule, on n'a pas conscience du vrai prix de la voiture. Quand on utilise un service comme Cities, on va payer à l'usage et à chaque fois qu'on va prendre la voiture, d'une part, on va avoir cette petite action de réservation qui n'est pas longue, mais qui permet juste de s'interroger, de casser le réflexe voiture. Quand j'ai la clé de ma voiture en poche, j'ai besoin de partir, je prends ma clé, je mets la main dans la poche, je démarre, quoi. Là, quand j'utilise un service comme Cities, je vais me dire, OK, je vais prendre une voiture, c'est quoi la bonne taille, c'est où la plus proche, attends, ça va me coûter combien? Et juste le fait de se poser la question et d'être conscient de combien va coûter le trajet, ça amène une évolution. Si tu peux passer sur la dia suivante, s'il te plaît. Une évolution du comportement et des habitudes de mobilité. L'exemple criant, c'est en gros d'un particulier qui va s'inscrire en disant finalement, j'ai besoin d'une voiture pour aller faire mes courses dans un hypermarché une fois par semaine ou 2 fois par mois. Et donc, c'est le dernier usage que j'arrive pas à remplacer vraiment de la voiture. Et puis, en fait, au bout de quelques mois, quelques semaines, il supprime cet usage-là au profit de Cécile, tu parlais des marchés. Ben voilà, typiquement, quand on prend conscience qu'aller faire ses courses au supermarché, ça coûte entre 10 et 20 euros de mobilité, et ben, on se rend compte que c'est une économie qu'on peut faire, que du coup, faire ses courses à côté de chez soi, aller à un marché, c'est non seulement plus agréable, mais c'est moins cher. Et donc, progressivement, par la perception du coût et par le cassage de ce réflexe automatique de la voiture, on amène les gens à baisser leur usage de la voiture et à augmenter leur usage de tous les autres modes de transport, que ce soit des modes collectifs, des modes doux ou des modes individuels. Et donc, par extension, finalement, dans notre modèle économique, nous, on considère qu'un client qui va utiliser moins notre service, notre mission, elle est réussie. Et c'est un bon client, finalement, un client qui consomme peu notre service parce qu'il a amené, on l'a aidé à faire évoluer son mode de fonctionnement. Alors, comment est-ce qu'on arrive à pérenniser nos entreprises néanmoins? C'est en recrutant un maximum de monde pour avoir beaucoup de gens qui sont au début de cette courbe, qui vont générer de la recette chez nous. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir du coup un plus gros volume d'utilisateurs qui utilisent peu. Et c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. L'autre aspect essentiel de notre activité. Alors, les dernières études, elles sont un peu moins flatteuses. On est plutôt autour de 7 voitures. Une Cities remplace plutôt 7 voitures que 10 dans les dernières études. Je vais mettre à jour ce petit diagramme, mais désolé, pas eu le temps de le faire. Donc, l'évolution du taux de motorisation, l'évolution du nombre de voitures disponibles en possession par nos clients, que ce soit particuliers ou professionnels, c'est qu'on arrive à réduire le nombre de voitures en circulation et qu'on arrive du coup mécaniquement à réduire aussi de l'espace occupé par des voitures. Quand on a des politiques de piétonisation qui sont menées par nos villes, le fait d'avoir des services comme les nôtres contribue à permettre à des gens effectivement de supprimer des voitures qui avant étaient garées dans la rue au profit des autres modes et de l'autopartage. L'autre élément qui est effectivement, on en a parlé tout à l'heure, effectivement notre gouvernance. Notre gouvernance, elle implique aussi des choses différentes. C'est que le fait de ne pas avoir simplement un dirigeant unique qui décide, ça nous oblige à travailler sur des méthodes atypiques. Souvent, moi, quand on me dit mais ta boîte elle est ingouvernable avec un conseil d'administration composé de tous ces partenaires-là, au contraire, ça nous oblige à travailler nos méthodes, ça nous oblige à utiliser des techniques d'intelligence collective, ça nous oblige à ne pas faire de propositions qui sont clivantes. Effectivement, quand on fait une proposition d'évolution de notre service, et par défaut, on va se mettre dans une posture où il va falloir se dire bon, ok, est-ce que je vais répondre à l'intérêt des utilisateurs, à l'intérêt des salariés, à l'intérêt des partenaires, et ça nous oblige à travailler un petit peu différemment. Alors, comment on refait le lien du coup plus précisément sur l'EFC, c'est que on est par défaut, alors vous avez vu, on fait de la coopération, on est dans cette partie de l'économie circulaire où on va finalement réduire nos impacts. Et puis, cette question des externalités dont parlait Delphine tout à l'heure, on en est très conscient, effectivement. Alors, des externalités positives. Alors, on baisse la pollution de certaine manière, parce que quand on réduit le nombre de trajets, le nombre de voitures produites, on contribue à baisser les consommations de ressources. On amène un gain de pouvoir d'achat pour nos utilisateurs. Si effectivement on passe un client Cities, il a
un panier moyen en moyenne autour d'une centaine d'euros. Si on compare aux 500 euros ou 600 euros de coût de détention global d'un véhicule, on voit où est l'économie. Alors, une partie va être retransférée vers d'autres modes de transport, mais néanmoins, ça coûte globalement moins cher. Donc, on amène du pouvoir d'achat à nos utilisateurs. On amène à nos villes un gain d'espace public, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc, quand aujourd'hui, il faut qu'on réduise la place prise par la voiture, on est une des solutions qui permet de le faire. Et la relocalisation du commerce, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand en fait une population change ses habitudes et va beaucoup moins dans les hypermarchés et beaucoup plus dans les commerces de proximité, on est un des effets induits de notre activité, c'est qu'on vient, on vient contribuer à la redynamisation des commerces de proximité, des commerces locaux. Alors, tout n'est pas rose, effectivement. Nous-mêmes, on a des impacts négatifs aussi quand on fait notre activité. Nos véhicules sont malgré tout polluants. On peut avoir des conflits d'usage sur l'espace public. Et puis, quand on travaille, quand on entretient nos véhicules, on les déplace, ou en tout cas, on les déplaçait, je vais y revenir tout à l'heure. Et ça a amené trafic et pollution. Donc, en EFC, un des éléments, c'est de dire finalement, mes externalités négatives, finalement, comment est-ce que j'arrive à les lever? Soit est-ce que j'arrive est-ce que j'arrive à les supprimer et est-ce que ça m'emmène en plus économiquement un poste de dépense, un poste de charge en moins? Je vais reprendre cet exemple-là des véhicules pour déplacer les techniciens. En fait, historiquement, parce que c'était le plus simple quand on a démarré tout petit finalement. Le plus simple, c'était d'envoyer un technicien sur la voiture. Il démarre la voiture, il l'emmène à une station de lavage dans une station-service, il fait le contrôle, le nettoyage, il fait le plein, et puis il la ramène à sa station. Résultat des courses, le technicien dans ce cas de figure, il fait à peu près en moyenne 50 km par jour. Il passe la moitié de son temps dans une voiture, il contribue à faire de la congestion automobile. Il lui faut à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour entretenir une voiture parce qu'il est aussi pris dans le trafic. Et donc, finalement, ça coûte cher, c'est pas très performant. Et sur cette micro-action, finalement, on n'était pas très vertueux. Alors, effectivement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ok. Mais à un moment, on s'est saisi du problème et on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour régler ça? Et donc, on a mis en place, sur la slide suivante, pour le voir un peu en détail, on a retravaillé en lien avec nos équipes et on a essayé de trouver quel était le meilleur fonctionnement. Et on est arrivé à l'utilisation de vélos. Donc là, vous voyez Eddie, un de nos techniciens, là, qui est sur un vélo. Alors, on n'a pas pris un cargo au final parce que c'est la mode, le cargo, mais ce n'était pas adapté à notre besoin. Donc, c'est des petits vélos assez compacts avec des grosses sacoches, un plateau à l'avant sur lequel ils peuvent trimballer tout le matériel, un aspirateur électroportatif sur batterie. On les a formés à des techniques de nettoyage sans eau avec l'utilisation de produits recyclables à base d'huile essentielle. Et donc, ils se déplacent de voiture en voiture et ils font le nettoyage sur place sans déplacer la voiture. Donc, résultat des courses, effectivement, on fait tous les mois 400 trajets en moins, 3000 km par mois faits en moins. On utilise 70 000 litres d'eau en moins par mois. On a un coût de lavage qui a baissé d'entre 50 et 80% selon les cas. Donc, ça fait un gain de près de 20 000 euros par an. Et en fait, ça nous a permis aussi de faire une petite mesure pouvoir d'achat pour les équipes parce que cette économie-là, on l'a reversée, on la reverse encore aujourd'hui sous forme de prime pour les équipes qui déplacent à vélo et qui font nettoyage sans eau par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et puis, il y a un élément d'inclusion qui est important, c'est que jusqu'ici, on était incapable d'embaucher des gens qui n'avaient pas le permis. Et là, aujourd'hui, sur une équipe de 6, j'en ai 2 qui n'ont pas le permis et qui sont des gens super. Simplement, on serait passé à côté parce que le permis était indispensable. Donc voilà, on est parti d'une externalité négative, on s'est dit comment est-ce qu'on la lève et on est arrivé à une démarche globale qui amène des économies pour l'entreprise, qui amène du pouvoir d'achat pour les collaborateurs, qui amène de la baisse la baisse de cet impact négatif, qui amène une évolution positive sur la RSE et qui nous permet d'être inclusif, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un petit exemple de FC. Mais voilà ce que c'est au quotidien et concrètement de se pencher sur le FC dans son entreprise.
Et puis, le FC, moi, je vois ça aussi, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le club EFC, comme un élément de prospective et de travail sur la stratégie. Alors, l'effet ciseau, moi, j'en ai un peu une vision un peu différente par rapport à ce que disait Delphine tout à l'heure, de manière, l'effet ciseau, un peu comme on le retrouve aussi en économie classique. En fait, plus on va sur un volume, si on a une activité qui doit se baser sur le volume et sur la croissance, tout ça, ça fonctionne très bien tant que on a une illusion, entre guillemets, d'une énergie et d'une matière première illimitée. Quand on voit que l'énergie commence à se raréfier, quand on voit que les matières premières commencent à manquer, à un moment, c'est la course à l'échalote. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire de la croissance si en fait on est toujours contraint par des matières premières et de l'énergie qui coûtent de plus en plus cher. Donc ça nous touche aussi quand on a le prix du carburant qui explose, quand on a le prix des matières premières qui explose. Certes, nous, on fournit à nos clients non pas de la voiture, mais des heures et des kilomètres de mobilité. Néanmoins, nous, en tant que gestionnaire, on est touché de plein fouet par ces questions-là. Donc, on a dû augmenter nos tarifs l'année dernière et cette année parce qu'il y a un moment, ça ne tenait pas. Mais les questions se posent quand même. Est-ce qu'on ne peut pas sortir, nous aussi? Est-ce que c'est dans la... Alors, il y a plein de questions qui sont pas... où je n'ai pas forcément la réponse, mais tu peux passer sur la suivante, s'il te plaît. Est-ce que demain, on fait... est-ce qu'on fait évoluer notre modèle d'affaires? On a vu ces quelques exemples d'externalités positives. Est-ce que finalement, on n'est pas en mesure de se rémunérer, du moins peut-être en partie, sur ces externalités positives? Aujourd'hui, tout ça, c'est offert à nos parties prenantes, c'est offert à nos partenaires. La baisse de la pollution, c'est, entre guillemets, on n'est pas payé pour. Alors, je ne dis pas qu'on doit être, faut pas non plus aller dans un truc extrême où finalement, on ne fait plus rien par intérêt collectif et tout doit être rémunéré. Mais néanmoins, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une évolution de notre modèle économique et de la manière dont on contractualise et de la manière dont on monétise finalement nos actions? Donc aujourd'hui, j'ai pas de réponse par rapport à ça. J'ai des réflexions, mais qui sont toutes qui s'affrontent à la réalité économique et à des questions de perception de nos clients. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui travaillent sur les FC vont travailler en coopération avec d'autres entreprises. Donc, sur tout le modèle B2B, on arrive à faire de la coopération et à travailler sur des modèles d'affaires différents. C'est plus compliqué pour le particulier parce qu'effectivement, il faut acculturer, il faut expliquer ce que c'est le FC à un grand nombre avant d'accepter aussi des modèles d'affaires et des modèles de rémunération différents. Donc, pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le club, parce que je pense qu'il y a encore des réflexions à amener et je vois le FC comme un moyen d'anticiper les crises futures et de trouver des manières d'envisager le business model de notre coopérative d'une manière un peu différente. Voilà. Et du coup, tu peux les deux slides, là, du coup, elles sont pas utiles. J'en ai déjà parlé. Et voilà pourquoi avoir rejoint le club de FC. Du coup, je suis déjà passé sur celle-là. Effectivement, moi, pour faire un peu d'histoire, d'historique personnel, moi, j'ai découvert le FC donc je l'ai dit tout à l'heure, par le Centre des jeunes dirigeants. J'ai co-animé une formation sur le sujet. Ça a été vraiment une sorte de prise de conscience et d'électrochoc. Et puis, j'ai continué à lire des choses et à travailler dessus. Et puis, à un moment, toutes ces questions et ces interrogations qui sont encore ouvertes, je me suis dit, mais je ne vais pas les résoudre tout seul. Il faut que je trouve un endroit pour en discuter et que je sois en contact avec d'autres acteurs qui se posent les mêmes questions. Voilà. Merci beaucoup Jean-François pour cette présentation de City sous le prisme de l'EFC. Au travers de ce que tu dis et pourquoi rejoindre le club, c'est vraiment intéressant parce que tu l'as dit plusieurs fois, c'est pour anticiper les crises futures et pour faire évoluer le modèle d'affaires. C'est vrai que toi, tu étais déjà engagé finalement dans une trajectoire EFC avant de rejoindre le club, mais ça ne signifie pas qu'on se pose tous les ans, même quotidiennement, des questions sur ça va être quoi le demain. Autre point intéressant, c'était comment est-ce que je lève mes externalités négatives. Donc, on voit bien qu'au travers de ta présentation, qu'il y a vraiment une attention très forte qui est portée à toutes les externalités, puisqu'on les a vues, elles ont bien été repérées et on cherche notamment au travers de leur pointage comment simplifier le parcours utilisateur.
Je vois que l'heure tourne. On a encore pas mal de Ouais. choses à se dire, mais je vois qu'il y a également des questions qui sont posées. Donc, je propose qu'on passe à un temps d'échange. Donc, il y a Cécile, par exemple, qui nous pose la question, comment est-ce que tu as conduit, non, est-ce que tu as conduit une étude d'impact pour mesurer les externalités positives? Si oui, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Méthodo, collecte Alors, de fonds. non, on a fait un peu de la même manière que en fait, on était les messieurs et Madame Jourdain de l'autopartage et de l'EFC. On a découvert qu'en faisant de l'autopartage, on faisait de l'EFC. On a découvert plein de choses au fur et à mesure. Ah ouais, ben en fait, oui, on fait ça. Effectivement, c'est plus par de la réflexion et de la co-construction interne qu'on a mesuré, et puis en écoutant aussi les critiques qui étaient faites par nos clients ou nos détracteurs, quand on est arrivé à ces externalités. On ne les a pas mesurées. Il y en a certainement d'autres, mais pour moi, voilà, la méthodo aujourd'hui, c'est la méthodo de dialogue, d'écoute, de ne pas se braquer quand on nous fait une critique, et puis de réfléchir, enfin, sans œillère, quoi, finalement, par rapport à ce qu'on fait. Nicolas, Et pardon. ouais, vas-y. Non, c'est pour la deuxième question. Alors, Nicolas demande s'il y a des rapprochements avec des assureurs, des gestionnaires de flotte de véhicules pro ou encore la SNCF pour aller vers une offre plus globale qui serait adressée aux entreprises, par exemple. C'est une très très bonne question. Effectivement, c'est une des pistes de réflexion, c'est de dire demain je fournis un service global de mobilité. Je ne fournis pas que de la voiture. Effectivement, je dis je gère la mobilité je vends à des entreprises finalement une solution de mobilité globale qui va intégrer du vélo, une flotte de véhicules, du train, etc., du taxi, etc. Alors oui, il y a des rapprochements, oui, il y a des discussions. Tous les acteurs sont pas. C'est aujourd'hui pas évident de travailler avec pléthore d'acteurs. On n'est pas. Aujourd'hui, on n'y est pas. Voilà. La SNCF, c'est parfois très simple, parfois très compliqué de bosser avec eux. Et il faudrait vraiment, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore assez mûr et assez gros. Il faut vraiment qu'on muscle encore nos méthodes de travail pour être plus performants sur la partie autopartage, pour pouvoir diversifier aussi un peu les offres qu'on propose. Mais c'est une très bonne question, et je pense que c'est effectivement une des pistes, c'est d'aller vers là, quoi. Il y a deux questions de Jean-Michel également, à laquelle je peux également répondre en partie. Jean-Michel demande à quel référentiel EFC fais-tu référence? Est-ce qu'il y a une norme? Côté club, ce que je peux dire, c'est que nous, on travaille avec un laboratoire d'intervention et de recherche qui se nomme Atemis, qui est basé sur Paris, qui est un pendant de l'Institut européen de l'EFC, également basé à Paris. Et les intervenants chercheurs avec lesquels on travaille, on va s'appuyer sur eux à la fois pour former les dirigeants d'entreprise au travers de nos parcours d'acculturation et pour animer les séances du club. Et alors, le référentiel EFC, c'est pas une méthodo standardisée. Faut vraiment le voir comme une boîte à outils. Il n'y a pas un référentiel, mais il est plutôt nourri par différents documents, des retours d'expérience, voilà, qui sont notamment animés par Atemis. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur ces experts en EFC pour venir former finalement les dirigeants et les accompagner. Et de ton côté, Jean-François, je crois que tu avais Ouais. suivi d'autres pistes sur l'EFC. Moi, j'ai été formé donc via le CJD, mais c'était aussi c'était Atemis et comment ça s'appelait, Imatera, c'est ça, le deuxième cabinet qui est spécialisé aussi sur le FC, qui était intervenu. Mais voilà, après effectivement, il y a pas mal de littérature aussi sur le FC, mais moi je te rejoins, c'est plus qu'une norme ou qu'un référentiel très structuré, c'est effectivement des boîtes à outils qui aident à se poser des questions, et après, c'est de la créativité, et c'est de l'analyse, d'un peu d'analyse financière, un peu de créativité, et pas mal de travail en interne pour générer de la coopération et de la conduite du changement, parce que effectivement, ça oblige à un peu changer ses références. Du coup, j'enchaîne là sur la question, est-ce que Cities est transposable en mode rural? Oui et non. Il y a plusieurs expériences dans différentes régions qui sont menées sur les zones rurales. Oui, c'est faisable, techniquement, il n'y a pas de problème. La question qui reste centrale, c'est
Est-ce que sur le territoire, il y a des alternatives de mobilité qui permettent aux gens de se passer de voiture au quotidien? Si ce n'est pas le cas, de toute façon, tous les foyers sont équipés de 1, 2, 3, 4 véhicules. Et donc, ils n'ont pas le choix finalement pour sortir de chez eux, pour aller bosser, pour faire leurs courses, d'avoir une voiture. Et donc, s'ils ont de toute façon tous une voiture, est-ce qu'ils ont un intérêt pour de la voiture partagée? Parce qu'ils ne vont pas économiser des coûts finalement, quoi. Alors, on peut arriver à des situations où on permet, et c'est le cas parce que l'autopartage est présent, de passer de foyers qui passent de 3 à 2 voitures ou de 2 voitures à une voiture, mais ça ne génère pas beaucoup d'activité finalement pour l'autopartage. Et on se pose vraiment des questions. Est-ce qu'on arrivera à avoir un modèle qui s'équilibre économiquement comme on peut l'avoir dans les grands centres urbains? Donc, pour être très précis, oui, c'est transposable en zone rurale. Non, il n'y a pas de modèle économique libre et pur finalement, et ça doit passer par un accompagnement de partenaires privés, publics, qui doivent compenser des pertes d'exploitation qui sont, en tout cas aujourd'hui, impossible à éviter en zone rurale. Et il faut se poser la question de la pertinence. Est-ce qu'on voit ça comme finalement une solution de mobilité pour dire qu'on a fait quelque chose et ça coûte quand même beaucoup moins cher que de mettre en place une ligne de bus? Ou alors est-ce qu'on intègre ça dans un schéma global de mobilité où on va renforcer les pistes cyclables, on va renforcer des liaisons en transport à la demande, est-ce qu'on va mettre en place une ou deux lignes structurantes et on met de l'autopartage et avec tout un travail de changement d'habitude de la population. Je rebondis sur ce que tu dis au travers de ce qu'indique Séverine dans le chat. Cities Occitanie réfléchit à l'extension de l'offre et de la flotte sur des zones rurales, mais ça impliquerait un autre modèle économique finalement. Oui, c'est ça, tout à fait. Sur les zones rurales, aujourd'hui, on est obligé de demander une contribution financière aux partenaires publics, hein, parce qu'on ne sait pas l'équilibrer directement. Et ça pose aussi question, parce que à partir du moment où il y a un financement public, il y a une attente de résultats, entre guillemets, il y a une attente de statistiques. Et en fait, aujourd'hui, la seule statistique qu'on est capable de produire, c'est notre taux d'usage, c'est combien on fait de chiffre d'affaires, combien on fait de location, combien il y a de gens qui sont inscrits. Mais ce qu'on ne va pas voir, c'est finalement tous nos succès en creux. Ce que je disais tout à l'heure, quand une famille passe de 3 à 2 voitures ou de 2 à une voiture, concrètement, ils arrivent à vivre avec moins de voitures et simplement le fait que Cities soit présent, on leur donne cette assurance, cette garantie que si jamais ils ont besoin d'une voiture en plus, ils en ont une. Mais concrètement, en s'organisant un petit peu, ils se rendent compte qu'ils arrivent à vivre avec une voiture de moins dans leur foyer. Donc, ça ne va pas se traduire en termes de chiffre d'affaires et d'activité chez nous. Néanmoins, l'externalité positive qu'on aura générée, elle sera là. Et si on n'est pas là, ce changement d'habitude, il n'a pas lieu. Donc, c'est typiquement une réflexion où le FC, pour moi, a une importance, c'est qu'il faudrait qu'on soit en mesure de vendre cette externalité positive et non pas le fait de mettre en place une voiture. Mais aujourd'hui, c'est pareil, c'est difficile. Il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas cette réflexion-là et ce qui s'entend à partir du moment où un élu dit je fais un chèque de 10 000 euros, je veux entre guillemets un retour sur investissement et donc il va vouloir attendre des retours et des indicateurs qui sont des indicateurs économiques et on n'est pas tout à fait là-dessus. Je propose que tu répondes à une dernière question qui a été posée par Stéphane tout à l'heure et ensuite je conclurai en remettant tout ce qui vient d'être dit sous vraiment un prisme EFC avant de présenter rapidement le club et les autres outils qu'on peut proposer aux accompagnateurs d'entreprises ou aux dirigeants. Stéphane demandait si on peut devenir sociétaire et si oui, avec quel niveau d'implication, quels sont les avantages proposés? Alors oui, vous pouvez devenir sociétaire, vous êtes le bienvenu. Le bienvenu. Alors, selon je ne sais pas sur quel territoire vous êtes. Si vous êtes sur le Grand Est, moi, je vous inviterai à devenir sociétaire de la coopérative régionale sur le Grand Est. Vous êtes sur d'autres régions, chaque coopérative ouvre effectivement aussi son capital et propose à ses partenaires de devenir sociétaires. Le niveau d'implication financier, il va dépendre de la structure. Sur le Grand Est, la part, elle est à 500 €. Les avantages proposés, c'est des réductions sur l'abonnement, ce qui vous permet finalement de ne pas payer très cher l'abonnement et d'avoir les meilleurs tarifs d'utilisation. Et ensuite, les avantages sont aussi de pouvoir contribuer surtout à la gouvernance, d'être convié à l'Assemblée générale, à des temps d'échange et des temps de réflexion avec les sociétaires.
Et puis, voilà, si vous êtes sur un territoire où il n'y a pas de coopérative, identifiée, on a créé l'année dernière une autre coopérative qui s'appelle Cities Développement et dont le but, c'est justement d'accompagner l'émergence de projets sur des territoires et d'accompagner des collectivités qui souhaitent développer l'autopartage sur leur territoire et sur lequel il n'y a pas une coopérative structurée. Donc, Cities Dev, c'est un peu la coopérative des territoires sans coopérative, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi ouvert, quelle que soit votre région. Et je trouve que Cities Dev, la part, elle est un petit peu moins chère. Enfin, ça dépend là, du coup, des régions. Merci beaucoup, Et Jean-François. sur Grenoble, voilà. Oui, Donc du coup, voilà, c'est Grenoble, c'est Cities Alpes-Loire, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont basés, leur siège est à Grenoble, mais ils sont présents sur effectivement un grand nombre de communes jusqu'en Auvergne. Jean-François, Ouais. tu as dit Alpes-Loire, mais je crois pas, c'est plutôt Auvergne. Ouais, si, mais c'est leur petit nom, Alpes-Loire, parce que c'est un peu tordu, c'est pas vraiment une vraie région. Oui, ok. Ouais. Ok. Ouais. Et, mais ils sont basés à Grenoble. Alors, je ne sais plus à combien est leur part sociale, mais pareil, c'est ouvert et vous êtes bien entendu le bienvenu. Puis si vous avez vraiment envie d'investir dans toutes les coopératives régionales, je pense pareil, Cities Occitanie sera ravi, Cities Grand Est aussi. C'est un peu plus rare, on n'est pas non plus sur d'actrice, mais en tout cas, n'hésitez pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de dividendes qui sont reversés, c'est faisable, c'est possible, mais on n'est pas encore à ce niveau de développement. En tout cas, c'est vraiment des économies sur l'abonnement. Alors, je reprends quelques minutes simplement pour conclure au travers de ton témoignage, comment est-ce qu'on peut remettre tout ça vraiment dans une perspective EFC, et je te donnerai ensuite le mot de la fin. Alors, ce qu'on peut dire, ce qu'on retient finalement de ce retour d'expérience de Cities en matière d'EFC, on a parlé de limites. C'est vrai que tu nous as montré voilà, de quelle manière toi tu appréhendais cet effet ciseau finalement qu'il fallait surveiller chez Cities, puisque à la fois on est sur un marché de l'autopartage qui est aujourd'hui en pleine croissance, mais pour autant, voilà, on est en pleine crise énergétique avec des matières premières qui se raréfient. Tu as rejoint le Club FC justement pour trouver des solutions pour échanger avec d'autres dirigeants, parce que comment est-ce qu'on fait évoluer ce modèle d'affaires alors qu'on est en pleine crise finalement? Autre question qui a été soulevée, notamment vers la fin, c'est comment est-ce qu'on se rémunère aujourd'hui chez Cities sur ces externalités positives, donc tous les effets induits du modèle vers le client. Donc finalement, toutes ces questions, elles remettent en cause le modèle d'affaires actuel, et c'est bien en ce sens que le FC peut vraiment être vecteur de solutions au travers des séances de réflexivité, des temps d'échange avec les autres dirigeants d'entreprise, la fameuse boîte à outils, les échanges avec nos experts chez Atemis, de manière à voir comment est-ce qu'on peut aider finalement l'entreprise à trouver d'autres solutions, de nouvelles pistes pour être plus pérenne. Autre chose qu'on peut retenir, on a parlé d'EFC, fonctionnalité et coopération. Alors, on voit bien qu'au niveau de la proposition de valeur, qui est vraiment une partie intégrante du modèle économique de chez Cities, tout cela est fondé sur la mobilité. C'est vrai que je n'ai pas forcément détaillé les sphères fonctionnelles, mais je peux vous dire rapidement en quoi ça consiste. Ça renvoie finalement aux grandes fonctionnalités de la vie, manger, se nourrir, se déplacer. La sphère fonctionnelle de la mobilité, voilà, finalement, c'est la proposition de valeur de Cities. J'ai besoin de me déplacer. Comment est-ce que je réponds à ça? Et on voit bien également que c'est la réponse collective de différents acteurs, donc différentes parties prenantes. Donc, pas seulement Cities, mais les parkings, voilà, où je stationne, la collectivité, donc le territoire. C'est vraiment en discutant, en échangeant ensemble qu'on arrive également à faire évoluer, à construire cette offre, et qui permet finalement de prendre en charge la solution de mobilité qu'est l'autopartage. Donc, il y a ce besoin de coopérer entre acteurs, c'est fondamental, c'est indispensable, mais ce n'est pas inné. Alors, chez Cities, c'est dans les codes, forcément, c'est incontournable, mais lorsqu'on va avoir une réflexion EFC avec d'autres dirigeants, on remarque que ce n'est pas forcément facile ni inné. Ça doit forcément répondre à des enjeux de pertinence, et ça ne peut fonctionner que s'il y a de la confiance qui se crée et qui est maintenue entre les acteurs entre eux. Donc là, ça renvoie également aux ressources immatérielles auxquelles on faisait référence tout à l'heure. Sur les effets utiles, on voit bien que la proposition de valeur de Cities va permettre de renforcer différents effets utiles, à la fois pour le territoire, mais également pour le client. Sur le territoire, plus de covoiturage, c'est moins de pollution. On va gagner de l'espace, de la place plutôt dans l'espace public. Donc, ça permet également de considérer, d'envisager une nouvelle forme de politique de stationnement.
Et pour le client, ce que Jean-François nous indiquait également, il peut également y avoir des frais de gestion qui sont gagnés pour un dirigeant d'entreprise parce que ça va être des process plus faciles lorsqu'on fait appel à Cities plutôt que lorsqu'on remplit des formulaires pour avoir un remboursement de ses indemnités kilométriques, par exemple. Ça permet également pour le client final, notamment je pense aux particuliers, d'augmenter potentiellement son pouvoir d'achat plutôt que d'acheter un véhicule neuf. Donc il y a quand même des effets utiles et qui ne sont pas exhaustifs là à l'écran, mais qui ont été pointés durant tout le témoignage. Et enfin, Juste un truc, important, je te coupe pour compléter, sûr. juste un chiffre que j'ai oublié de citer, qui est chez les pros, hein, on ne se rend pas compte, on arrive parfois à mesurer le coût de la voiture, mais ce qu'on ne mesure pas, c'est qu'en moyenne, un véhicule pro coûte 40 heures de travail par an à une structure. Hein. Donc c'est pareil, c'est masqué, on ne le voit pas, mais c'est un vrai coût, qu'on peut économiser, dans sa gestion. Merci beaucoup pour cet indicateur. C'est vrai que ça fait une semaine de travail, c'est pas négligeable. Et enfin, l'EFC, on parle très souvent de changement de paradigme. On peut également parler de changement de comportement. Chez Cities, on peut l'observer à la fois chez le particulier. C'est vrai, voilà, il y a des particuliers qui finalement abandonnent l'acquisition, donc la possession d'une voiture, parce qu'aujourd'hui, Cities va leur permettre de se déplacer autrement. Voilà, donc ça permet, finalement, c'est un comportement, c'est un usage différent du véhicule privé. Et chez le professionnel, potentiellement, il veut changer, il veut un parc de véhicules pour sa société. Il peut se poser plein de questions à ce sujet, mais avoir recours à une offre comme City, ça peut réellement permettre d'envisager une autre politique de mobilité, voilà, pour les salariés. Plutôt que d'acquérir différents véhicules, on peut tout à fait envisager cette solution comme étant une alternative intéressante. Donc, tout ça renvoie vers des changements de comportement, des changements de paradigme, et c'est également intéressant de le souligner dans le cadre de la proposition de valeur des Citizen. Et peut-être un dernier mot pour les personnes qui sont encore avec nous et que je remercie d'avoir tenu un petit peu au-delà de 10 heures. En tant que dirigeant d'entreprise ou en tant que structure qui va accompagner des dirigeants d'entreprise, sachez que le club propose 2 outils pour accompagner les dirigeants dans l'EFC. Le premier, ça va être sous forme de formation et on va travailler avec Atemis, donc le cabinet Atemis basé à Paris, pour acculturer les dirigeants d'entreprise à l'EFC et ensuite les emmener vers un parcours d'accompagnement plus long vers l'EFC. La formation initiale est proposée au tarif de 1 500 € hors taxe par entreprise et permet de se former pendant 3 jours et demi à l'EFC. Ça, c'est le cadre de formation. Et on propose un deuxième outil, qui est donc le club EFC, club qui a rejoint Jean-François l'année dernière. En tant qu'entreprise qui souhaite découvrir l'EFC, donc qui n'est pas encore forcément mature à ce niveau-là, on va proposer de faire un état des lieux au travers d'une des offres du club, de manière à avoir un premier échange, discuter de vos pratiques, quelle est votre appétence en termes d'innovation, comment l'EFC finalement pourrait pour vous aider à faire évoluer votre modèle économique, et ça va vous permettre également d'accéder à une des sessions du club dans l'année de votre choix en fonction des sujets qui peuvent vous intéresser. Juste un dernier mot, puisque moi en tant qu'animatrice du club, j'ai la chance de pouvoir participer une fois par mois à des rencontres avec les autres clubs territoriaux qui sont au nombre de 12 actuellement. Hein. On a à peu près un club dans chaque région administrative française, mais également du côté de la Réunion et au Brésil également. Voilà, donc on se voit une fois par mois. Ça nous permet également d'échanger sur nos outils. Un petit peu comme dans le cadre du club pour les dirigeants, nous aussi, on a notre club finalement pour échanger entre nous et trouver des solutions pour encore mieux aider les dirigeants d'entreprise dans leur trajectoire EFC. Et on va travailler avec l'Institut européen de l'EFC, donc basé à Paris, avec Atemis, qui va être plutôt un espace ressources en matière de documentation et d'information sur l'EFC. Et donc Atemis, j'en ai déjà parlé. Chaque club a son fonctionnement, propose des outils différents, mais du côté du club Grand Est, en tous les cas, on va s'appuyer sur ces experts, tant pour former les dirigeants que pour animer des sessions sur les clubs une fois par trimestre. J'annonce juste les prochains webinaires qu'on peut proposer un petit peu comme celui de ce matin. Puis Jean-François, je te laisserai le mot de la fin.
Voilà, on en a fait un le mois dernier avec Céru, aujourd'hui donc avec Jean-François. Le mois prochain, le 18 avril, si vous en êtes intéressé, on organisera avec Nicolas Frango, qui était présent aujourd'hui, donc animateur du club Aura, le club clé au CIRID, une séance de Rex avec Calliope. Donc c'est Étienne Barillet qui se prêtera à l'exercice de vous faire découvrir son activité sous le prisme de l'EFC. Et en juin, voilà, c'est Jérôme Mougel de l'entreprise Odyssée Environnement qui se prêtera au même exercice. Puis on se retrouvera un petit peu plus loin dans l'année avec des retours d'expérience qui restent à programmer. Alors avant de vous remercier de se quitter, puisqu'on a 10 heures passées, Jean-François, est-ce que tu veux dire quelque chose encore? Est-ce que le mot de la Non, c'est bon, fin ou- merci. Je crois qu'effectivement, tout le monde on a été bavard et tout le monde a encore pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc, bah, merci beaucoup. Merci pour votre attention et merci pour vos retours. Très content que ce retour d'expérience ait pu être et puis vous apporter quelque chose. Et puis, ben, à bientôt. La coopération, c'est-à-dire qu'on va se recroiser. Donc, à très bientôt. Oui, merci beaucoup d'avoir passé cette heure de temps avec nous, d'avoir écouté ce témoignage. Et je vous enverrai un email avec un lien d'inscription vers le prochain webinaire, ainsi que la vidéo qui a été enregistrée aujourd'hui. Donc, merci à tous et excellente journée à tous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le témoignage, à revenir vers moi. Je me ferai, voilà, je ferai l'écho de Jean-François à ce niveau-là. Et merci à toi pour l'organisation et la proposition de cet atelier. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.